Changement. L'émission qui s'intéresse au décalage, aux transitions, aux accélérations et aux retournements de situation qu'effectue le monde du sport face à la révolution écologique. Une production radio-anthropocène de Florian Fontpéry. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve sur Radio Anthropocène pour le deuxième épisode de Changement, l'émission qui s'intéresse au décalage, aux transitions, aux accélérations et aux retournements de situation qu'effectue le monde du sport. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Théo Florence, responsable d'antenne Lyon chez Football Écologie France. Bonjour Théo. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, déjà, le sport en général n'est pas spécialement réputé pour être un acteur de la transition écologique, mais alors le foot, c'est plutôt même le contraire. Entre des joueurs surpayés qui crament le bilan carbone d'un Français moyen sur toute une vie chaque week-end en jet privé, le concours de grosses voitures et l'exubérance assumée des modes de vie. On rajoute à ça les instances internationales qui trouvent malin d'organiser des compétitions comme les Coupes du Monde sur plusieurs pays, voire même sur plusieurs continents, en même temps, et tout ça obligeant de multiplier les transferts d'équipes en avion. Vraiment, le football fait figure de sport anti-écolo par excellence. Et pourtant, toi, avec Football Écologie France, vous vous êtes dit que c'était peut-être possible de faire évoluer les mentalités et les pratiques des clubs. Alors, première question qui vient tout de suite, est-ce que c'est vraiment possible, justement, de faire en sorte que le foot devienne un sport écolo ? Bien sûr que c'est possible, comme n'importe quel secteur de la société. En fait, on est tous concernés de près ou de loin par les conséquences des dérèglements climatiques et les pollutions en fait, qu'on génère sur notre environnement. Le foot et le sport, de manière générale, n'en fait pas exception. On considère souvent que c'est un sport, c'est une activité qui est à la fois victime de certaines conséquences des dérèglements climatiques, notamment les fortes chaleurs en été ou les intempéries et les phénomènes météo de plus en plus forts à cause de ça. Là, on a eu un exemple, malheureusement, en fin d'année 2024, sur les inondations, notamment en Ardèche. On a eu des clubs concernés directement par ça. Donc, il est concerné, il est un peu victime, ce sport-là, mais en même temps, il est responsable parce que tu as commencé à en parler. Alors, même si tu as parlé du football professionnel, bien sûr. Et moi, j'essaierai de revenir aussi et de préciser certaines choses. Quand on parle de foot, il faut le considérer dans son ensemble. Et effectivement, c'est un sport qui est très populaire. Il y a beaucoup de clubs amateurs. Et si tu prends l'ensemble des 13 000 clubs en France, seulement 40, 50 sont professionnels. Le reste, c'est que du foot amateur. Hein. Donc, il est à la fois victime, mais aussi responsable. Et d'où l'intérêt, du coup, pour nous, de l'accompagner dans sa transition. Et justement, le foot, c'est le premier sport de France, c'est bien ça ? Oui, ça dépend comment on le regarde. Ouais. Si tu prends, par exemple, la course à pied, tu n'as pas forcément de licence. C'est une pratique qui est au-dessus des licences de foot, mais par contre, si tu raisonnes en termes de licence, d'affiliation à une fédération, oui, c'est le premier club en France. Mais du coup, c'est un énorme potentiel levier de changement. Effectivement, donc là, je te parle de nombre de licences. On a 2,3 millions en ce moment de licenciés féminines et masculins pour le foot aujourd'hui en France. Après, ça ne prend pas en compte tous les pratiquants qui peuvent jouer dans la rue, sur du five, à la plage. Si tu mets aussi dans cette boucle-là, je sais pas, les gamers, les supporters, les fans de foot, bon, grosso modo, tu arrives à quasiment 20 millions de personnes en France. Ouais. Et même, j'ai envie de dire, si tu n'aimes pas ce sport, tu en entends toujours parler. Donc, ça rajoute encore une couche supplémentaire à l'influence qu'a ce sport. Donc, effectivement, il y a un enjeu assez fort et c'est pour ça qu'on a voulu créer cette structure, passer par le foot, le sensibiliser, le faire changer et en même temps prendre en considération que c'est un sport qui peut amener beaucoup de monde derrière lui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est que Football Écologie France ? C'est une association d'intérêt général et à but non lucratif qui a été créée en 2019 à Lyon et qui s'est inscrit dans les statuts de l'association pour mission, pour objet en fait, pour être plus précis, le fait d'accompagner le monde du foot dans son ensemble sur la transition écologique et solidaire. Okay. Ça, c'est le principe de l'asso. Ouais. Et plus concrètement, on a 2 piliers, on va dire. Bon, on s'adresse effectivement à toutes les parties prenantes du monde du foot, mais très prioritairement et majoritairement, on s'adresse aux clubs. Les clubs de foot, donc pro, amateurs, on leur propose 2 choses. Devenez adhérent de l'association, faites partie de ce mouvement-là qui est un mouvement citoyen et qui est très dans son fonctionnement démocratique et des assemblées générales. Les clubs votent les décisions qu'on prend chaque année. Et on leur propose donc 2 choses, 2 piliers. Un premier pilier d'accompagnement, où là, on va vraiment les aider à intégrer ce sujet de transition écologique dans leur fonctionnement,
Ça peut être très complexe parce qu'un club de foot, il a souvent beaucoup de bénévoles, pas beaucoup de budget, pas beaucoup de temps. Il est concentré sur son activité principale qui est faire du foot. C'est pas forcément un sujet prioritaire. Donc ça, c'est vraiment le volet accompagnement. C'est quelle stratégie on adopte pour faire rentrer ce sujet-là dans le fonctionnement du club. Pour quels intérêts, pour quels bénéfices? Est-ce que je veux aller chercher des sponsors? Est-ce que je veux juste diminuer mon impact? Il y a des clubs aussi qui sont intéressés par ça. Est-ce que j'ai des sujets de com, d'attirer des nouveaux bénévoles dans mon club? Voilà, ça peut être plein de raisons différentes. Et le deuxième pilier, là, c'est plus de l'aspect de sensibilisation. Et là, c'est là qu'on intervient aussi beaucoup avec nos bénévoles qu'on forme sur le terrain pour faire des ateliers, s'adresser aux jeunes, aux moins jeunes, avec plein de techniques pédagogiques et d'animation différentes pour ramener ce sujet de l'écologie, de l'environnement, qui peut être souvent complexe, difficile à comprendre, l'amener par le jeu dans un côté positif et qui prennent plaisir à le travailler aussi. Voilà, ça c'est nos 2 activités principales. Ok, on va revenir juste après un peu sur les détails de ces actions-là. Mais où est-ce que vous êtes présent? Partout en France. On a commencé par Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes parce que voilà, c'est par ici qu'on a commencé, qu'on a modélisé un peu les choses. On compte une 40aine de clubs là sur la région qu'on accompagne. On en a pas mal aussi autour de Lyon. Et en fait, on est aussi très présent là où il y a beaucoup de foot, à Paris, Bordeaux, Marseille, la Bretagne aussi qui est une terre de foot, avec parfois des salariés, parfois des antennes aussi 100% bénévoles, comme c'est le cas à Toulouse par exemple. Donc voilà, ça dépend vraiment des territoires, des clubs qui nous sollicitent et des équipes de bénévoles qu'on a sur place. Et donc en globalité, c'est quoi allez, si on devait donner un gros objectif ou 2 gros objectifs de Football Écologie France? C'est d'accompagner le maximum de clubs qui ont envie. Et nous, alors après, on se donne pas des objectifs. C'est de réduire leur impact et sensibiliser et accompagner au changement des milliers de personnes en fait. Un club de foot, on en parlait juste avant là, parce que je viens d'un week-end passé au FC Lyon sur un tournoi de foot. Bon, le FC Lyon, c'est 1400 licenciés. Là, le tournoi de foot, c'est 5000 personnes. Donc, quand tu travailles ces sujets avec autant de monde, là, on parle juste d'un club. Nous, on en a 40 sur la région. Je te laisse faire un peu les calculs derrière. En termes d'impact, c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup. Si on peut arriver à faire changer les comportements de quelques dizaines, centaines de personnes ou faire en sorte qu'un club intègre ces questions-là et sensibilise chaque année ses participants, ses licenciés et mette en place des actions concrètes sur la réduction des déchets, sur une meilleure gestion des consommations d'eau, sur la végétalisation de son stade, et que ça se pérennise, nous, notre impact recherché, il est là. Après, on se met pas de chiffres particuliers à atteindre. On reste sur un travail qu'on essaye de faire le plus qualitatif possible et d'améliorer ça chaque année. Et alors, rentre un petit peu dans les détails, les exemples. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Alors là, ce week-end, on commence la saison, j'ai envie de dire, qui est pour le sport la fin de saison sportive. Où on va être beaucoup sur le terrain, là, beaucoup dehors, à faire des stands d'animation, à être au contact des personnes qui font des tournois, qui font des stages de fin de saison. Enfin voilà, ça c'est une partie à titre perso que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on est au contact des personnes qu'on veut toucher. Et puis c'est pour manger des sandwichs merguez. Ouais, alors tu vois, pour le coup, le FC Lyon, là, ils avaient fait une petite modification par rapport aux années précédentes. Ils sont passés par un producteur de frites local. Ok. Voilà, donc qui est situé au Marié. Bon, c'est pas tout à fait à Lyon, mais c'est quand même pas très loin. Et quand même 500 kilos de frites passés en local avec un producteur local pour le tournoi à un prix, je leur ai posé la question, qui est en plus inférieur à ce qu'ils avaient l'habitude de pratiquer. Ok. Donc là, quand tu coches toutes les cases, là, ça va à tout le monde, tu vois. Et ça, c'est lié à aux actions que vous avez menées avec eux? Disons que c'est pas nous qui leur avons recommandé le producteur local, mais par contre, à force de sensibilisation et d'ateliers depuis 5 ans, effectivement, je pense que côté équipe bénévole qui gère la buvette, ou dirigeants ou directeur général qui prennent les décisions, peut-être qu'à un moment donné, ça a pesé dans la balance, ils se sont mis à chercher, et de par aussi leur réseau, peut-être, à trouver cette solution-là. Ouais, génial. Et c'est quoi, du coup, les autres actions que tu peux mener sur un week-end comme ça? Après, ça, en fait... Nous, si tu veux, des actions un peu éco-responsables, on en a à l'appel, on en a plein. Mais notre méthode, ça va plutôt être d'accompagner le club à les trouver par lui-même. Donc, on va passer par des ateliers, on va donner des exemples, on va faire de la formation. Et après, selon comment les clubs travaillent aussi, il y en a qui sont hyper autonomes, indépendants, qui vont faire un peu leur travail de leur côté. C'est un peu le cas du FC Lyon parce que c'est un club qui est quand même assez mature sur ce côté-là. Il y en a qui partent de zéro, où là, par moment, on peut proposer des petites choses, des recommandations sur la gestion des déchets, par exemple, parce qu'un tournoi,
c'est quand même une organisation un peu différente. Là, ça rassemble beaucoup de monde d'un coup. Bah forcément, tu vas générer potentiellement beaucoup plus de déchets. Donc, il faut un dispositif de collecte plus important. Si toutefois, tu produis des déchets, hein, parce que là, tu peux distribuer de la canette, mais aussi, tu peux réfléchir en amont à moins en produire, à fonctionner à l'éco-cup, servir au verre, une consigne, pas de consigne. Voilà. Et si effectivement, tu traites le déchet à la source, tu n'as même pas à te préoccuper du système de tri. Ça va dépendre de la configuration de chaque club. Et après, nous, on essaye de les conseiller, de les orienter, de leur dire, OK, là-dessus, vous pouvez peut-être aller chercher un petit financement, vous pouvez vous organiser de telle ou telle façon. Enfin, voilà. OK. Et toi, directement dans la région, tu travailles avec combien de clubs ? Alors, on est 2 salariés à plein temps, plus un stagiaire. J'ai un stagiaire avec moi cette année. On se partage en fait la région en 2, grosso modo. Et Chloé, du côté d'Annecy et des Savoies et de l'Isère, elle a une quinzaine de clubs. Et moi, je prends le reste, donc 25 à peu près. OK. Quoi, des petits exemples comme ça de clubs on a 2 clubs pro sur la région. Ouais. On a le GF38 et le FC Annecy. On travaille un petit peu avec l'Olympique Lyonnais, pour l'instant d'un peu loin, mais sur des événements un peu ponctuels, mais c'est quand même le cas. Et après, là, sur Lyon, il y a la Duchère, il y a l'Éveil de Lyon, pour citer les gros clubs. Après, on a aussi des tout petits clubs de village, hein, l'AS Genèt, par exemple, au nord de Lyon, qui est à la base un petit club de quelques dizaines de licenciés qui est en pleine progression et qui a compté sur une mairie qui lui a mis à disposition un stade très en avance sur l'éco-responsabilité. Donc, c'est aussi intéressant de voir toutes ces petites différences sur la région. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que dès la conception du stade et du complexe, ils ont réfléchi avec l'architecte, et c'était une vraie volonté aussi de la maire qui est en place, de concevoir un stade le moins polluant possible, le moins destructeur de son environnement. Donc, par exemple, moi, j'aime bien montrer cet exemple-là, les tribunes sont insérées dans des buttes d'herbe pour pas les détruire et reconstruire derrière. Tu vois, c'est vraiment inséré dans son environnement. Ils ont privilégié le matériau bois, bas carbone. Ils ont des parkings qui sont pas imperméabilisés, donc qui permettent l'écoulement de l'eau vers les sols. Enfin, il y a plein de choses qui ont été pensées comme ça. Et moi, jusqu'à présent, en France, j'ai pas vu encore de complexe aussi en avance là-dessus. C'est où ça ? C'est à Genève, c'est dans le territoire encore de la métropole de Lyon, mais vraiment tout au nord. Ok. Voilà. Donc, parce que tu parlais de petits clubs et de petits villages. Moi, je me rappelle des terrains de mon enfance dans les petits villages, c'était plutôt un champ sur lequel on avait mis à la base, trois traits blancs. Genève, c'était ça. Si tu me parles de tribune, tout ça. Ok. Et justement, ça va être quoi la différence entre les tailles de clubs, les ambitions qui sont affichées, aussi les actions que tu peux mener? Comment est-ce que quelle est l'approche? Quelles sont les différences d'approche? Ouais, en fait, plutôt que taille de club, ça va plutôt dépendre des personnes qui sont dans ces clubs et des projets qui sont décidés. Il y en a qui n'ont pas forcément de projet, hein. C'est faire du foot, monter, que la une monte. Et comment t'approches justement des clubs comme ça? Et ben après, il faut écouter leurs besoins et dans la discussion, prendre le temps aussi. Pas forcément leur dire ok, ce serait bien quand même que vous fassiez ci, que vous fassiez ça. Chaque personne fonctionne différemment et à un moment donné, c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on fait, je trouve, c'est que la question du développement durable ou de l'écologie ou de l'environnement, ça part de là, hein, du terme que tu emploies selon la personne que tu as en face de toi. Par exemple, le terme écologie peut être interprété de manière politique. Nous, on est apolitique, même si on l'a dans le nom de l'asso. Bon, mais c'était pour vraiment marquer une différence et qu'on comprenne tout de suite. Et voilà, en fait, selon la personne que tu as en face de toi, selon ses besoins, il faut essayer de comprendre de quoi elle a besoin pour le fonctionnement de son club. Et voilà, il y a des clubs qui vont être intéressés par aller chercher peut-être plus de bénévoles pour faire fonctionner le club. Ça peut être un sujet qui peut attirer des gens. Ça peut être aller chercher, faire grossir un peu plus son parc de partenaires. Et pareil, c'est des sujets qui intéressent de plus en plus les entreprises plutôt que de mettre son nom en bord terrain. Ça n'a aucune incidence. Ça ne ramène pas de clients de faire ça. Aux marques qui font ça. Donc, il faut renouveler, repenser un peu ces choses. Voilà, ça peut être plein de choses. Ça dépend des gens. Tu parles de politique, on va pas s'éterniser sur le sujet, mais comment est-ce que le contexte actuel, qui semble de moins en moins enclin à l'écologie et aux questions environnementales, est-ce que ça vous impacte? Est-ce que vous le ressentez? Je dirais que si on passe beaucoup de temps à suivre l'actualité, à regarder tout ce qui se dit, je pense qu'on peut avoir une forme, on peut se dire ok, on va être impacté. Alors on constate effectivement un peu plus de réticence, notamment sur les financeurs publics, à accorder des subventions ou en tout cas à les diminuer. Ça, on a vu objectivement des choses qui sont diminuées. Après, c'est pas non plus, on n'est pas passé de 100% à zéro non plus. Hein. Voilà. Mais après, nous sur le terrain, franchement.
en tout cas, moi, à titre perso, dans les clubs, là, ce week-end, on en a parlé avec un côté très positif, avec beaucoup d'envie de la part de plein de personnes du club. Donc, je dirais que ça n'a pas changé par rapport aux années précédentes. Hein. Et dans mon quotidien, pour l'instant, je vois pas de gros changements. Ok. Et la réception de ces questions-là, de la part des joueurs et des entraîneurs, elle est plutôt bonne? Bah, pareil, hein, dans un club de foot, t'as tout. Il y a tout. C'est ça qui est cool aussi. Si on prend des exemples, est-ce qu'il y a des moments où les joueurs vous disent mais on s'en tape, enfin, vraiment? Alors ils vont pas te le dire comme ça parce que on n'est pas sur les réseaux sociaux et ils sont un peu plus polis et ils y mettent un peu plus de forme. Mais tu le sens quand même quand t'as des personnes comme ça. Et c'est encore une fois, c'est ça que j'aime bien dans ce qu'on fait, c'est que par les ateliers qu'on adresse, on passe par du jeu. Tu vois, par exemple, pour comprendre les liens entre foot et écologie, on a un jeu phare, un peu, qu'on fait depuis 5 ans, qui s'appelle la fresque écologique du football. Ce jeu-là, c'est une déclinaison de la fresque du climat que tu dois connaître, mais qu'on a vraiment repensé en termes de pédagogie, qu'on joue sous la forme d'un match de foot. Donc on reprend les codes de ce que nos publics connaissent, c'est leur passion aussi. Donc on les met dans ce contexte-là. Souvent, ça part en chambrage, ça rigole. Donc on les met vraiment dans un contexte où on redescend 2-3 crans la pression quand on entend parler d'écologie, où ils se disent qu'est-ce qu'on va faire, machin. Et à la fin, souvent du jeu, ils nous disent mais ouais, c'était top, j'en avais jamais parlé comme ça, je l'avais jamais vu sous cet angle, et limite ça me motive à faire 2-3 actions, même si de base je suis pas forcément concerné. Ça marche pas sur tout le monde, mais quand même sur la plupart des gens un peu réticents de base, on arrive quand même assez souvent à au moins installer un climat de dialogue et d'écoute. Et justement, je parlais de façon un peu caricaturale en début d'émission de ces sportifs de haut niveau, de ces footballeurs professionnels qui véhiculent des imaginaires, les voyages tous les week-ends, les grosses bagnoles, les marques de luxe, etc. Vraiment une négation des enjeux environnementaux. Est-ce que ça, c'est des imaginaires qui marquent les joueurs amateurs dans les clubs amateurs? Est-ce que les joueurs amateurs veulent ressembler à ça? Ou comment est-ce que ça se situe sur ces questions-là? Bah, évidemment, c'est ça. C'est là où t'as pas tout à fait tort quand tu fais ta caricature. C'est que moi, j'ai précisé que dans le foot, il y avait le foot amateur, mais le foot amateur s'identifie quand même vachement au foot pro. Donc malheureusement, en termes d'influence, même s'ils sont moins nombreux, les clubs amateurs et les clubs professionnels et les joueurs professionnels, ils ont quand même une influence assez importante. Et effectivement, ils touchent tous les joueurs. Nous, quand on fait nos ateliers, on commence par des petits tours de table, on se présente, on cite nos joueurs et nos clubs préférés. Même ici à Lyon, c'est beaucoup PSG, Mbappé, Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Et du coup, c'est là que tu mesures l'influence que ça a sur les jeunes qui font du foot. Donc il y a un enjeu aussi pour nous, et ça fait partie des programmes qu'on essaye de travailler, de faire en sorte que des joueurs, des personnalités, des journalistes, des gens qui ont de l'influence, qui sont dans le monde du foot, prennent aussi la parole sur ces sujets et essayent d'embarquer du monde avec eux et de manière positive si on peut. Tu vois, là, j'y avais pas réfléchi avant, mais je suis en train d'essayer d'y penser. J'ai pas d'exemple en tête de personnalités connues comme ça qui... Moi, il y a par exemple Antoine Griezmann, alors peut-être pas forcément sur les questions environnementales, mais sur pas mal de sujets sociétaux, lui, il s'engage. Il s'est même, par exemple, retiré de certains partenariats où il y avait des doutes sur le fait de faire travailler des Ouïghours, par exemple. Je ne vais pas citer les marques, mais voilà, et il communique quand même là-dessus. Et après, en termes d'engagement sur l'environnement, nous, on a par exemple un arbitre international qui fait partie de notre conseil d'administration. On a des joueurs de Ligue 2, Clément Turpin. On a des joueurs de Ligue 2, on a des joueuses professionnelles et qui font partie de l'équipe de France aussi. Et après, on a eu pas mal de discussions avec d'anciens professionnels ou des actuels. C'est pas toujours évident pour des raisons de temps et aussi de sponsors, aussi d'image, de tout ça. Mais il y en a quand même, hein. Il y en a. Dans le foot, t'as de tout. Donc, t'as pas effectivement le focus sur le luxe, les modes de vie. Bon, c'est aussi logique quand tu y réfléchis, tu creuses, que tu vois que c'est des gens qui ont été déracinés assez tôt d'un environnement familial, d'un côté éducation. Franchement, quand tu pars en centre de formation à 14 ans et que tu commences à toucher de l'argent à 15 et qu'à 17, t'es plus riche que les 3 générations d'avant précédentes. Du coup, t'es déraciné, tu perds des repères et tu retrouves des repères dans un environnement où tous les gens autour de toi sont de la même trempe que toi. Donc, ça peut aussi se comprendre dans un sens.
Ça veut pas dire qu'il faut occulter tout le reste, mais voilà, il faut essayer de nuancer un peu ça. Non, mais effectivement, c'est hyper important de le dire et de le repréciser à chaque fois, parce que sinon les discours, comme je l'ai fait un petit peu juste avant, peuvent être vite très caricaturaux et les plateaux télé s'en délectent. Et quand tu parles aux élus, quelle est la... Enfin, parce que je suppose que la plupart des clubs amateurs sont des clubs municipaux. Ouais, c'est ça. Est-ce que pour l'entrée dans ces clubs-là, est-ce que tu passes plutôt par les dirigeants des clubs ou est-ce que tu arrives à passer par les élus? Comment est-ce que ça se passe Ça dépend des cas, mais ça dépend des relations aussi entre les clubs et les équipes municipales. Effectivement, les stades et les infrastructures, les installations sportives appartiennent en fait aux collectivités, dans quasiment tous les cas en France. Il y a parfois des élus qui nous sollicitent et qui nous demandent de sensibiliser leur club. Ça arrive quand même. Mais dans la plupart des cas, ça vient des clubs. Et après, effectivement, on essaye de les inclure dès le départ dans les actions. Parce que il y a des actions qui sont à la main des clubs. On parlait de buvettes, de gestion des déchets sur des tournois, de choix d'équipementiers. Ça peut être le cas aussi de distribuer des gourdes sur les packs de début de saison, par exemple. Ça, c'est à la main des clubs. Par contre, il y a un certain nombre de choses qui sont aussi à la main des collectivités, dans le sens où une installation sportive consomme de l'énergie, consomme de l'eau. Ce sont des infrastructures qui prélèvent aussi des espaces de biodiversité. Donc, il y a toutes ces questions-là aussi à réfléchir. On parlait de l'exemple de Genet tout à l'heure, qui a essayé de concevoir son stade de manière la plus propre et moins polluante possible, entre guillemets, évidemment. Donc voilà, ils ont aussi un rôle à jouer. Et quand on arrive à mettre tous ces acteurs autour de la table qui tirent dans le même sens, on a des projets qui fonctionnent vite et bien. Et ça, c'est hyper intéressant. À Lyon, ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien. Ouais. Ça fonctionne bien, ouais. On a quand même quasiment tous les clubs de Lyon avec qui on a au moins travaillé une fois. Et des projets qui sont hyper intéressants et qui se pérennisent dans le temps. Là, je pense notamment à 3 clubs à Lyon. La Duchère, l'Éveil de Lyon, le FC Lyon, ça, ce sont des clubs qui ont vraiment intégré ces notions-là dans leur projet. Ça fait partie de leur ADN. Ils le travaillent chaque année à tous les stages. Ils font des actions concrètes. Et nous, quand on voit ces choses-là se pérenniser, on se dit qu'on a réussi notre mission. Et au niveau des instances du football, que ce soit les différentes ligues, la fédération, etc., je me demandais comment est-ce qu'on fait justement avec ces grosses machines-là, comment est-ce qu'on se prémunit d'être un petit peu un acteur presque du greenwashing de ces grosses machines? Ouais, c'est une très bonne question. D'autant plus que là, tu compares quand même une instance qui est hyper organisée, hyper puissante, qui régit le foot en France, en Europe, dans le monde, à nous, une petite association. Alors, voilà. Mais ils ont besoin de ça. Oui, visiblement, parce qu'on vient de signer un partenariat avec la Fédé de foot, notamment pour sensibiliser les supporters les jours de match des équipes de France masculines et féminines. Trop bien. Voilà, donc c'est un premier pas et pour nous, c'est un point d'entrée pour travailler aussi d'autres sujets de fond. Il y aura plein de choses à faire, mais effectivement, on part d'un certain niveau. Ce que je trouve intéressant dans le foot et dans le sport vis-à-vis d'autres secteurs, c'est que ça peut aller potentiellement beaucoup plus vite. Il y a moins de process de décision, de montée, de redescente. Tu vois, je sais pas, je prends un exemple un peu bête, mais... transformer le parc automobile, passer à l'électrique, puis potentiellement à l'hydrogène, enfin peu importe, ça c'est tellement des trucs, ça prend une plombe. Là, nous, dans le foot, s'ils ont envie d'y aller, ils mettent les moyens, on peut aller super vite. Oui, c'est le mec en haut qui décide. En gros, quoi. Et nous, on peut se donner les moyens, on a quand même on a plusieurs centaines de bénévoles un peu partout en France. On peut faire des différences quand même fondamentales là-dessus, quoi. Et justement, les mecs en haut, depuis quelques années, on a l'impression qu'ils sont à peu près autant déconnectés que les joueurs de football, les superstars dont on parlait. Comment est-ce qu'on arrive à discuter avec ces personnes-là? Alors, tu discutes pas directement avec le président, mais par contre, là, tu vois, la Fédé, typiquement, ils sont organisés avec une commission de l'engagement sociétal. Ça, c'est un peu une nouveauté. Ça a été décidé par la nouvelle gouvernance de la Fédé, d'ailleurs. Je pense un petit peu poussé par le ministère des Sports quand même. Mais c'est bien parce que ça donne l'opportunité et ça met par écrit et ça établit le fait que cette fédération de foot a envie de travailler sérieusement des sujets sociétaux, des violences sexuelles sexistes, la lutte contre les discriminations, le racisme, la lutte contre les dérèglements climatiques, tout ça. C'est maintenant inscrit et maintenant ils vont le travailler petit à petit. Après, je dis pas que ça va révolutionner tout en quelques mois, mais c'est un point de départ. Et à une échelle plus large, justement, comme je disais, quand on voit l'organisation des Coupes d'Europe et des Coupes du Monde sur plusieurs pays, sur plusieurs continents, c'est pas un peu désespérant quand on est à ta place?
Bah si, parce que objectivement, je vais pas raconter des choses que je ne pense pas, et c'est même pas le sujet. Objectivement et scientifiquement, tu regardes les émissions juste carbone émises par des grandes compétitions sportives. C'était le cas au Qatar, c'est le cas des JO aussi. Hein. On a beau dire ce qu'on veut, en France, on a organisé des JO, ça consomme énormément, ça a de l'impact. On pense aux JO 2030 dans les Alpes françaises. Oui, c'est un sujet aussi, c'est un sujet. Donc ouais, mécaniquement, c'est vrai que ça va pas forcément dans la bonne direction. Maintenant, on préfère, enfin moi, à titre perso, je préfère m'appuyer sur les petites réussites qu'on a là, qu'on essaye de faire émerger pour petit à petit créer un mouvement intéressant qui va à terme faire changer les choses. On est obligé. À un moment donné, on va arrêter d'aller dans cette course toujours plus loin sur l'événement qui rapporte le plus d'argent et tout, parce qu'on va atteindre certaines limites. Mécaniquement, à un moment donné. Là, c'était déjà la limite au Qatar. Quand tu veux faire des matchs sous 40 degrés, t'es pas loin de la limite quand même. Je sais pas si on va le refaire, ça. Il n'est pas prévu en Arabie Saoudite? On verra. Ok. On verra. Les paris sont pris. Et on en parlait juste avant, mais les difficultés actuelles au sein de la gouvernance du football français, quasi faillite et de la ligue et des clubs, ça resserre pas un peu l'étau justement pour la mise en place d'actions environnementales? Est-ce que ça passe pas au second plan du coup pour ces clubs-là? Je sais pas, c'est comme deux sujets très différents, et moi j'ai pas tout le contexte non plus. Ça vous impacte pas encore aujourd'hui? Disons que la question très précise des droits télé et des sources de revenus du football professionnel, ça va faire effectivement... on voit, il y a des constats. Il y a des clubs qui resserrent un peu leur activité et qui sont en danger financièrement parlant. Et je connais quelques exemples, dont celui de l'OL récemment, qui a fait un plan social. Et le nouveau propriétaire, je sais, veut vraiment recentrer sur le sportif. Donc effectivement, les sujets un peu annexes, considérés comme étant annexes, forcément, ils sautent en premier. Mais nous, directement pour l'instant... on travaille avec des clubs pros, on continue de travailler avec des clubs pros, et ceux qui ont envie de travailler avec nous travailleront avec nous. Okay. Maintenant, c'est leur sujet. Ils se débrouillent avec leur modèle économique, leur source de revenus, et si ça se passe pas bien, peut-être que c'est aussi l'occasion de repartir sur un système qui est un peu moins dépendant de certaines sources financières. Peut-être ça peut être intéressant dans un sens de se réinventer quand on est dans des situations de crise. Ils vont devoir, là, a priori. On verra. C'est pas dit. Ok. Bon, alors, et pour finir, une question, la question traditionnelle, c'est quoi, toi, ta pratique du sport? Ma pratique du sport, je fais pas mal de five, je fais pas mal de cordes à sauter, je fais du sport de plus en plus en nature. Moi, historiquement, j'étais dans des clubs de foot, tu t'en doutes. Tu jouais dans quel club? J'étais dans un club qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, qui est le FC Bordeaux-Saône, qui est au nord de Lyon, à côté de Genève justement, sur les bords de la Saône. Et de plus en plus, j'aime pratiquer dans des espaces naturels, donc c'est pas toujours évident à Lyon. Donc j'essaye de trouver les bons spots, on va dire. Pas la pire des villes pour ça quand même. C'est pas la pire des villes non plus. Mais de plus en plus, j'ai ce côté-là où j'aime le faire dans un environnement naturel et préservé. Et d'ailleurs, j'essaye de ne pas laisser de traces de déchets ou quoi que ce soit derrière moi, évidemment, pour être aligné avec mes valeurs. Ok. Eh bien, Théo, merci beaucoup d'être venu derrière notre micro. Donc, je rappelle que tu es responsable d'antenne à Lyon chez Football Écologie France. Est-ce que tu peux nous donner peut-être rapidement les prochaines actus de l'asso? Oui. Alors, comme je te disais tout à l'heure, là, on rentre dans la période où on va être vraiment beaucoup sur le terrain à faire des animations dans les tournois de fin de saison de nos clubs. On va continuer le partenariat avec la Fédé, donc là on a pas mal de choses qui vont se préparer pour la saison à venir. Et après on va faire le bilan en fait à l'intersaison et repartir sur un nouveau cycle, je pense, à partir de 2025. Ok, et Théo, Florence, un grand merci, à bientôt sur Radio Anthropocène. Et donc ce nouvel épisode de Changement est à retrouver en podcast sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio Anthropocène. Changement, l'émission qui s'intéresse au décalage, aux transitions, aux accélérations et aux retournements de situation qu'effectue le monde du sport face à la révolution écologique. Une production Radio Anthropocène de Florian Fontpéry.